Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème négociation acheteur-fournisseur, adopter la bonne stratégie. Le webinaire sera présenté par Vincent Leroux-Lefebvre, directeur achat, logistique et immobilier groupe Qualiconsult. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Durant cette présentation, vous pouvez poser vos questions avec l'outil chat conversation en bas de votre écran et je les formulerai à Vincent Leroux-Lefebvre à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés pour pouvoir, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à Vincent Leroux-Lefebvre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire que j'anime dans le cadre de Parcours Croisé. Négociation, acheteur-fournisseur, adopter la bonne stratégie. C'est souvent la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je serai, surtout dans le contexte de crise qu'on connaît à l'heure actuelle, suffisamment peut-être agressif, suffisamment performant au vu des contraintes, que ce soit d'approvisionnement ou de prix. Et c'est là où justement le webinaire trouve toute sa place dans le cadre même de la négociation. Alors, ce webinaire d'une vingtaine de minutes va s'axer sur trois éléments principaux qui sont les fondamentaux de la négociation, l'organisation même de sa négociation et la définition de sa stratégie de négociation. Premièrement, la négociation, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est dans l'étymologie, c'est une notion de négoce, de commerce. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire avec quelqu'un. Et c'est un élément fondamental dans la négociation. C'est un rapport que l'on a avec quelqu'un et pour lequel on attache une valeur. Pas juste la valeur de la personne, mais la valeur de l'échange que l'on aura, la valeur du peut-être combat qu'on va s'apprête à livrer, mais aussi la valeur même du deal, c'est pour ça qu'on parle de deal en anglais, pour pouvoir axer plusieurs choses. Ben, les conditions d'un arrangement, et puis le fait de pouvoir trouver un accord, et quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit dans le domaine public. Je prends souvent cet exemple que la première négociation qu'on fait, c'est avec ses enfants, ou avec son conjoint, ou les deux. Et donc, par extension, on va s'engager avec une partie entre guillemets adverse dans le cadre d'un dialogue pour pouvoir soit mettre terme à un différend, à un conflit ou trouver la meilleure voie de sortie ou de contractualisation que l'on aura avec cette personne dans le cadre de la valeur que l'on a. La négociation, c'est un processus qui se construit et qui se traduit déjà par une confrontation d'intérêts, que ce soit matérielle. Et souvent, et là je reprendrai ce que disait le directeur des achats de Energy Group, le rôle de l'acheteur, c'est de savoir mettre des gens complètement en désaccord autour d'un accord, autour de cette négociation. Euh, mais cette négociation, elle ne peut pas être sans limite de durée et de temps. Et c'est pour ça qu'il faut un point de départ, mais aussi un point d'arrêt. Et on verra ça un peu plus loin, avec les concessions qui peuvent être faites de façon mutuelle euh, pour rendre compatibles les différents intérêts en jeu. Le but n'étant pas de céder sur tout, euh, ou d'accepter tout ce que l'on va, tout ce qui va nous être demandé ou tout ce que l'on va pouvoir demander. Il faut savoir graduer justement tous ces différentes actions. Bah, la négociation, elle se caractérise déjà par un certain nombre d'éléments. C'est le niveau de l'enjeu. Vous ne négociez pas et vous ne négocierez pas, je pense, euh, de la même façon, suivant la valeur, suivant ce que vous allez vouloir acheter, ce que vous allez vouloir positionner. Euh, si c'est pour faire dans une brocante, si vous êtes dans une brocante ou si vous êtes dans votre métier d'acheteur, vous n'allez pas négocier de la même façon. Vous aurez des techniques similaires, mais le niveau d'enjeu ne sera pas le même.
La satisfaction et la prise de satisfaction ne sera pas au même niveau. Cette négociation, elle dépendra aussi du nombre d'interlocuteurs. On est habitué au côté 1 plus 1 ou 1 contre 1, même si je préfère la notion de 1 plus 1, mais vous pouvez parfois vous retrouver dans une situation où les interlocuteurs sont nombreux. Et justement, la mise en place d'intérêts communs trouve toute son importance. Autre élément de la négociation, c'est qu'il faut un équilibre des forces. S'il n'y a pas d'équilibre, c'est compliqué. Parce que plus vous serez fort, plus vous pourrez obtenir de choses. C'est le principe du fort et du faible. Pareil, de même, si vous avez un processus qui est long, un processus de décision qui est long et complexe, plus la négociation sera compliquée et ardue. Et après, il y a un autre élément, mais ça qui est inhérent à tout le monde, c'est que votre style de négociation et votre culture va intervenir. Dans certaines cultures, qui ne sont pas forcément les cultures occidentales et encore moins européennes, on est prêt, on dit oui à tout. Okay. Même si on ne le fera pas, même si on n'accepte pas. Donc ce niveau même de la négociation va caractériser ces éléments de la négociation. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Alors, la négociation, elle repose aussi sur des fausses croyances que l'on trouve, alors je ne vais pas dire chez les jeunes négociateurs, mais que l'on trouve de façon globale un peu partout. C'est que demander quelque chose, c'est être faible. Demander en négociation n'est pas un aveu de faiblesse. C'est justement les éléments premiers de la négociation. On verra, ça s'appelle les objectifs. Considérez que le premier qui parle a perdu. En face de vous, ce n'est pas la perfide Albion. Ne demandons pas aux Anglais de tirer les premiers. Mais justement, on veut connaître le fondement des objectifs et ces éléments. Négocier, ça ne s'apprend pas. Négocier, ça s'apprend. Savoir être ferme sur un prix, savoir être ferme dans sa communication, dans ses attitudes, tout ça s'apprend. Voilà. Pour survivre, il faut être le plus fort. Je pense que les situations que vous vivez, sûrement au quotidien en ce moment, mais que vous avez déjà vécues, vous montrent que vouloir être le plus fort ne paye que très très rarement. Il faut accepter d'être plus faible, peut-être, sur certains points que sur d'autres. Être conciliant paye toujours en négociation. Le fait d'être conciliant ne paye pas toujours. Accepter le discours de l'autre, c'est une chose. Le comprendre, c'en est une autre. Et aller forcément dans son sens en est encore un autre élément. Vous ne pouvez pas tout accepter. Je vous renvoie à des valeurs chrétiennes. Les moines, même s'ils sont moines ou autres ordres religieux, même s'ils sont habitués à négocier sur un certain nombre de notions, n'ont pas un paiement comptant forcément de ce qu'ils obtiennent. Et autre point, en négociation passe des émotions. Et vous ferez passer des émotions. On verra justement sur la préparation et sur comment les émotions peuvent rentrer en compte, mais le discours de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs aura forcément un impact sur vos émotions. Il est donc important aussi de pouvoir les décrypter, les comprendre, pour être sûr que justement, ce ne soit pas la froideur qui guide votre négociation. Alors, risque majeur justement de la négociation, c'est vouloir gagner absolument. Pas juste dans la compétition, puisque la compétition est saine quand on est capable de se fixer des objectifs et surtout de les tenir. Mais la négociation, ce n'est pas une négociation quand on veut avoir l'autre. Imaginez que l'autre est là forcément pour vous rouler. Parfois, on entend un certain nombre d'acheteurs qui disent mais le fournisseur, il est forcément là pour
pour en tirer le meilleur parti. Oui, il est là pour tirer le meilleur parti de ses objectifs. Vous êtes là pour tirer le meilleur parti de vos objectifs. Mais le but, ce n'est pas de rouler l'un ou l'autre dans la farine. Pourquoi? Parce que cet ego de vouloir absolument gagner fait parfois perdre l'opportunité d'un gain plus important. Autre élément fondamental, c'est la rigidité sur sa stratégie. Sans forcément vouloir jouer le bon flic ou le mauvais flic dans la même personne, vous ne pouvez pas avoir une stratégie extrêmement rigide sur tous les plans. Il vous faudra faire quelques concessions. Il ne faudra pas tout concéder, mais il vous faudra forcément faire quelques concessions. Autre élément important dans la négociation, même si les contrats sont intuitu personae, notion du droit qui implique que ce sont les personnes qui négocient et qui contractualisent, ce sont des personnes morales. Donc, même si l'autre ne respecte pas ses engagements, même si il peut y avoir la trahison par rapport à ces éléments-là, ce n'est pas contre vous. À plus forte raison, si ce sont des éléments ou des engagements que l'on croit qu'il a pris. Un engagement qui n'est pas écrit n'est pas un engagement pris. Et puis, autre élément de la négociation, c'est surtout ne pas se comprendre. Ne pas comprendre les attentes de l'autre, les besoins ou les souhaits, et savoir justement différencier ses besoins de ses souhaits. Élément de l'organisation de sa négociation, c'est à vous de voir. L'illustration que vous avez devant les yeux est assez claire. Soit vous êtes dans le lapin blanc, et au final, vous êtes tout le temps en retard, soit vous êtes maître du temps. Et en étant maître du temps, comme vous serez aussi maître des silences, vous serez clairement dans une posture et dans une position qui vous permettra de construire la stratégie avec une tactique, de résister à la pression à fort enjeu et de mener des négociations en combinant souplesse et fermeté. Élément même de l'organisation de sa négociation, c'est dès le début de comprendre les véritables enjeux. Le projet, le besoin, les objectifs, les enjeux qui sont liés et l'urgence, qu'ils soient en termes de budget, de délai. Comprendre votre interlocuteur. Qui est votre interlocuteur? Quel est son degré d'influence? Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-il là? Cet interlocuteur, souvent, il est accompagné d'acteurs. Pas de gens qui vont jouer un rôle. Parfois, ça peut arriver, mais est-ce que ces acteurs ont des objectifs, des contraintes différentes? Est-ce qu'ils sont juste en représentation ou ils sont réellement en influence? Et est-ce qu'ils sont visibles? Est-ce qu'ils sont invisibles? Et puis, au sein même de cette négociation, ce sont tous les éléments périphériques. Qu'est-ce qu'il y a autour de ce projet? Quels sont les concurrents? Quel est le contexte? Pourquoi les éléments du projet vont donc influencer sur l'organisation de sa négociation? À partir de là, vous serez en mesure de déterminer les points à négocier. Sachant que déterminer les points à négocier, vous devez être capable de déterminer, bien sûr, et avant tout, vos intérêts, mais aussi ceux qui servent votre interlocuteur. Une négociation n'étant pas à sens unique, il faut tout autant savoir aborder vos points d'intérêt que les intérêts qui pourront être relevés par la personne que vous aurez en face, par votre interlocuteur. Elles vous permettront de connaître les concessions que vous pouvez accorder sans négliger vos propres intérêts et qui servent à votre interlocuteur, et clairement, quelles sont les contreparties que vous pouvez obtenir dans le cadre où ces intérêts à lui sont mis en avant. Connaître cette balance des intérêts et des contreparties est tout aussi important que connaître la balance des pouvoirs, donc les acteurs qui existent autour de cette négociation. Jauger sa marge de manœuvre. Et ça, elle est assez simple en soi. Quel est réellement le pouvoir réel d'influence de votre interlocuteur? Comment
puisse l'utiliser positivement. Quel est, vous aussi, votre propre pouvoir d'influence? Vous pouvez connaître d'autres clients de ce même fournisseur. Vous pouvez connaître d'autres contacts, toujours de ce même fournisseur, de ces éléments de la négociation. Ces éléments vous permettent d'organiser votre négociation et de connaître les éléments du rapport de force qui va jouer. De même, dans ce rapport de force, et le contexte de la crise actuelle, et on est clairement le reflet, c'est le degré d'urgence pour votre interlocuteur. Est-ce qu'il est pressé? Est-ce que vous êtes pressé? Quelles sont les conséquences pour lui si ça ne se décide pas maintenant, si ça ne se fait pas maintenant, à la fin de la semaine ou avant la fin du mois? Et quels sont clairement les enjeux que j'ai et mon degré d'urgence? Et dernier point, dans la décision de négociation, dans les éléments de la négociation, est-ce que je serai en capacité d'appliquer une sanction? Est-ce que la décision de ne pas travailler avec un tel ou de ne pas recourir au service ou de ne pas recourir à une partie, est-ce que je serai réellement en mesure de pouvoir la mettre en pratique? Toutes ces questions sont ces questions que vous devez vous poser dans l'organisation de votre négociation. Pourquoi? Et justement, parce qu'elles vous permettront, comme je vous l'ai dit juste avant, de rechercher les intérêts, ce qu'on appelle les éléments contributifs à la définition de problème, les souhaits, les désirs, les attentes, le besoin, la motivation, tout ce qui est non dit. Je vais vous prendre un simple exemple. Quand vous avez quelqu'un qui est enfermé dans une pièce, dans une situation de prise d'otage, il va vouloir un hélicoptère. Est-ce qu'il veut réellement un hélicoptère? Non, il veut sortir. Comprenez que le souhait et le désir sont deux choses qu'il faut décorréler pour revenir exactement à l'attente. Autre élément d'intérêt, il faut les faire apparaître au maximum. Il faut comprendre toute cette palette d'éléments. Et puis, clairement, dans la recherche des intérêts, c'est ce qui s'est passé par le passé et ce qui se projettera pour le futur, qui permettra clairement de mieux positionner et d'organiser sa négociation. Vous, de votre côté, vous aurez une obligation simple. Quel est votre plan B? Ce qu'on appelle la mésore, meilleure solution de repli. Si ça ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Et considérez que tous les petits pas que vous aurez faits seront déjà des éléments de réussite de la négociation. Savoir qu'est-ce que je peux accepter, qu'est-ce qui est acceptable, et clairement rejeter un accord qui n'irait pas dans mon intérêt. Pour ça, la négociation se base sur des stratégies, soit elle est distributive, on négocie sur des positions, on est là dans le cadre d'un bras de fer, d'un rapport de force, soit on va essayer d'avoir coopérative, relationnelle, où là on va clairement dire rechercher un compromis, des propositions, et on va jouer avec diplomatie, influence. Parfois, ça sera très proche du marchandage. Et puis, ce qui est pour moi la façon de définir ou la plus grande stratégie de sa négociation, c'est l'intégrative. C'est la recherche des intérêts mutuels. C'est la satisfaction à long terme des deux parties. Sans ces éléments de négociation intégrative, ce sera toujours un combat de rapport et de plateau qui cherche à soit passer en force ou pas, soit être dans le marchandage. On retrouve ces éléments dans la psychologie de façon générale. Alors, un pilier pour les acheteurs. Et je sais que ça ne fera peut-être pas forcément l'accord de tout le monde. Mais s'il n'y a pas de désaccord, pourquoi vouloir négocier? Votre temps est trop précieux. Le temps de la personne qui sera en face de vous, de votre interlocuteur, est tout aussi précieux que le vôtre. N'allez pas chercher à négocier pour pouvoir, entre guillemets, bêtement, pour laisser la place justement à des compromis que vous ne serez pas capable ou que vous ne voudrez pas accepter. Et c'est le concept, je dirais, primordial. S'il n'y a pas de désaccord, pourquoi vouloir forcément chercher une stratégie de négociation? À vous de choisir. Bien, merci. Effectivement, Vincent, on détecte
l'importance de l'humain, de la psychologie. Donc, c'est très intéressant. Merci pour cette présentation donc riche en enseignements. Et alors, nous avons reçu quelques questions. Donc, je vais commencer par la première. Effectivement, comment contrer le oui à tout dans une négociation? Alors, c'est Jocelyne qui pose cette question. Alors, comment contrer le oui à tout? Pour moi, il y a deux explications déjà au oui à tout, même si je ne connais pas la situation auquel vous pouvez faire référence. La première, c'est vous êtes dans une culture ou face à une culture, et c'est typiquement la culture indienne, où on vous dira oui à tout. Pour le coup, si c'est un oui à tout, il ne faut pas forcément contrer, il faut l'accepter, mais il faut surtout, et ça c'est le principe même de ce qu'on appelle le closing ou de la clôture, le faire écrire. Et considérer que ce oui qui est donné sera forcément suivi des faits et écrit, comme dans un contrat. Vous êtes d'accord sur ça? Oui, ok, très bien, nous l'écrivons, nous le validons. Et ça fait partie des éléments propres à la négociation qui est d'accepter. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si on dit oui à tout, peut-être que les objectifs que vous vous êtes fixés ne sont peut-être pas assez ambitieux. Je ne dis pas qu'il faut récolter plein de nombres pour se dire que les objectifs sont trop ambitieux, mais c'est justement quels sont les enjeux de la négociation pour le fournisseur que vous avez en face de vous ou l'individu que vous avez en face de vous. S'il est prêt à dire oui à tout trop facilement, ça peut être plein d'explications. Mais c'est au moins les deux premières. Soit votre objectif n'est peut-être pas assez ambitieux, soit sa culture est de dire oui à tout. Mais dans ces cas-là, vous faites valider et vous faites avaliser chacun des points sur lesquels il a répondu oui. Alors, nous avions reçu aussi, avant le webinaire, deux questions qui étaient comment se préparer à l'imprévu en négociation? Alors, cette question, elle est souvent posée et je vous remercie de la poser. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne serez jamais prêt à tout. Vous pouvez avoir tous les manuels. Il existe plus de 1500 typologies ou stratégies de négociation. Vous avez, entre autres, une des plus connues et que moi j'apprécie beaucoup, qui est le Pacificat, et qui justement traite de ce point-là. Vous ne serez jamais prêt à tout. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous avez prévu une négociation le matin à 9 heures. Mais ce jour-là, votre voiture ne démarre pas, il faut emmener en urgence votre enfant en garde ou se faire soigner. Je peux vous assurer que quand vous arriverez, et si vous arrivez à être à pile à 9 heures à votre rendez-vous, vous n'aurez pas la tête à la négociation. Vous ne pourrez pas considérer que vous avez été performant. Mais c'est un imprévu. Et ça arrive. C'est, entre guillemets, c'est pas grave. Ce sera à vous, sur la base des éléments que vous avez préparés, sur votre matrice de ces éléments-là, de pouvoir vous dire, OK, la situation fait que je n'ai pas ou je ne peux pas. Et à partir de là, c'est à vous de reprendre en main cette situation, soit en proposant une nouvelle réunion, soit en l'ajournant, soit en la reportant, soit en vous disant, eh ben, on avait quelques points à négocier, eh ben, je négocierai que, nous avions 10 points à négocier, eh ben, je n'en négocierai que 5 cette fois-ci. Alors, Vincent, donc j'ai Jocelyn qui réintervient par rapport à la première Ah, réponse. pardon, Jocelyn et pas Jocelyne, je suis Oui, désolé. voilà. Effectivement, nous sommes dans une situation de négociation avec une culture asiatique. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, si je peux donner un petit éclairage supplémentaire, là, j'ai pris l'exemple d'une société indienne, ce que vous n'aurez pas forcément avec les Chinois. Les Chinois sont rentrés dans une culture de la contractualisation qui devient de plus en plus forte. Et si vous le demandez, ce sera fait. Tout est possible. Après, ça a un prix. Donc, il faudra travailler non pas sur un autre axe, puisque une des problématiques qu'on retrouve dans la culture purement asiatique chinoise, c'est la confiance dans l'autre. Voilà. Et chez les Japonais, c'est encore autre chose. Mais là, pour le coup, c'est vraiment sur les éléments de la contractualisation que eux souhaiteront écrire et que vous souhaiterez écrire, vous assurer que tout est bien bordé. Alors, merci Vincent. Donc, une question qu'on avait reçue, mais tu y as déjà un petit peu répondu. En fin de rendez-vous, j'ai validé 5 des 7 points de négociation prévus. Que dois-je faire? Alors,
de façon, la réponse que j'ai faite juste auparavant est introductive à ça. C'est ça aussi, cette imprévision. C'est ça, ce côté qui fait que vous ne pouvez pas maîtriser tout. Si vous n'avez négocié que 5 clauses sur les 7 ou sur les 10, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de ne pas reprendre tout de suite rendez-vous, de ne pas fixer tout de suite un point sur justement la discussion de ces prochaines clauses, en verrouillant ce que vous avez déjà négocié et obtenu. Souvent, ce que je fais et ce que j'enseigne, c'est que vous faites votre rendez-vous et le compte-rendu, il est fait en même temps que votre rendez-vous, que votre négociation. Vous validez par écrit en disant, nous sommes entendus sur tel point, tel point, tel point. Je vous propose un rendez-vous tel jour, à telle heure, pour valider les autres points. Vous avez préparé et vous êtes en transparence avec votre interlocuteur. Et là-dessus, il peut rentrer en confiance. Pourquoi je parle de transparence? Tout à l'heure, j'ai parlé de relations humaines, j'ai parlé de confrontation de points d'intérêt. Ne cherchez pas à piéger ce qu'on appelle l'effet Colombo. Ne cherchez pas à piéger vos interlocuteurs. Ne donnez pas 3 points et en espérant de passer le 4e en y vue déconnue. Vous connaissez sûrement la série Colombo où il est prêt à sortir de la pièce. On discute avec une personne et il dit « Ah, mais ma femme me rappelait que cet effet-là est souvent utilisé à tort par les acheteurs. » C'est de se dire qu'on passe le dernier argument, mais comme c'est la fin, forcément, il va accepter. C'est souvent un très mauvais calcul. C'est souvent l'argument, justement, qui va faire que vous risquez de faire capoter toute la négociation, puisque celui-là n'est pas prévu, n'est pas intégré par votre interlocuteur. Et surtout, c'est peut-être l'argument qui pour vous est une simplicité, mais pour lui est le plus compliqué. Donc, préparez vos objectifs, annoncez vos objectifs tout de suite. Ne perdez pas de temps. Son temps, comme le vôtre, est précieux. Alors, merci Vincent pour ces réponses précises. Alors, malheureusement, donc le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. On arrive au terme de ce webinaire. Pour ceux qui le souhaitent, le webinaire donc a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur Parcours Croisé. N'hésitez pas non plus à rejoindre les 4 groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'y retrouver les publications de nos experts et notamment celle de Vincent Leroux-Lefebvre. Vous pourrez donc commenter, liker, publier vous-même dans ces groupes de discussion. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire. Je remercie Vincent Leroux-Lefebvre pour sa présentation et à bientôt. Donc, n'oubliez pas, les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Voilà, il y avait quand même une dernière question de Oui, Nicolas qui exact. dit est-ce que si vous aviez un ou deux livres synthétiques relativement Tout à complets et fait. opérationnels sur la négociation? Alors moi, je vous invite à regarder ce qu'a écrit une agence qui s'appelle ADN, l'Agence des négociateurs, qui est dirigée par Laurent Combalbert. Alors, je n'ai aucune participation, ni reversement, ni apport d'affaires sur cette agence, ou même auprès de Laurent Combalbert, qui est une personne que j'ai pu rencontrer une fois. Mais son approche à travers le Pacificat est, je pense, une des meilleures. Non pas juste par son passé ou ses origines, mais ça vous donnera une prise de conscience. Et une chose, c'est ce que j'enseigne dans mes différents cours, c'est que la négociation, si ça doit vous apprendre une seule chose, c'est vous dire qu'il y a un imprévu. Et surtout, n'ayez pas peur de l'imprévu. Alors, merci Vincent, effectivement, désolé Nicolas Torchard, merci d'avoir répondu à cette dernière et ultime question. Merci encore à tous. Et donc cet enregistrement sera disponible sur Parcours Croisé dans la journée. Merci, au revoir. Au revoir, très bonne journée à tous.